Dans le monde compétitif de la haute gastronomie, un chef unijambiste est une curiosité, méprisé par ses pairs pour sa technique limitée. Mais son style de cuisine, une danse d'une efficacité absolue née de la nécessité, est sur le point d'être reconnu non pas comme une limitation, mais comme une perfection. Un ingénieur en robotique verra dans ses mouvements la solution à un problème qui a déconcerté la science, et transformera sa chorégraphie de cuisine en un algorithme qui sauvera des vies. Si vous aimez les récits où le génie se cache là où on l'attend le moins, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. La cuisine de l'Épure était un ballet silencieux, une chorégraphie de précision millimétrée dont le seul maître de ballet était le chef Laurent. C'était un petit restaurant, une vingtaine de couverts seulement, niché dans une ruelle discrète de Lyon. Il n'avait pas d'étoile Michelin, pas de critiques élogieuses dans les grands guides. Il avait une clientèle de fidèles, des gens qui venaient non pas pour le décor, qui étaient minimalistes, ni pour le prestige, mais pour l'honnêteté et la perfection de ce qui se trouvait dans leur assiette. Et au cœur de cette perfection, il y avait un secret, une singularité que la plupart des nouveaux clients ne découvraient qu'en apercevant la cuisine ouverte à la fin de leur repas. Le chef Laurent n'avait qu'un seul bras. Son bras droit. Le gauche était absent, son épaule se terminant par une cicatrice nette et ancienne, un souvenir d'une vie antérieure qu'il ne discutait jamais. Pour un chef, une profession qui exige une coordination, une rapidité et une dextérité extraordinaires, c'était un handicap qui aurait dû être insurmontable. Et pourtant, Laurent cuisinait avec une grâce et une efficacité qui laissaient les rares professionnels qui le voyaient travailler sans voix. Son style n'était pas celui, agité et flamboyant, des chefs de télévision. C'était une danse immobile. Il avait passé des années à optimiser son espace de travail, son mise en place, ses propres mouvements, pour compenser son handicap. Sa cuisine était un prolongement de son propre corps. Chaque couteau, chaque casserole, chaque ingrédient était placé à une distance et un angle précis, lui permettant de tout atteindre avec un minimum de mouvement. Il ne se déplaçait presque pas. C'était son torse qui pivotait, son corps qui agissait comme un contrepoids, son unique main se déplaçant avec une vitesse et une précision stupéfiantes, passant de la découpe d'une carotte en une brunoise parfaite à la saisie d'un filet de poisson avec une fluidité déconcertante. Mais dans le monde élitiste de la haute gastronomie, cette efficacité était perçue non pas comme un exploit, mais comme une curiosité, une limitation. Les quelques critiques qui avaient daigné visiter son restaurant avaient tous écrit la même chose. Ils louaient son courage, sa persévérance. Ils admiraient sa capacité à surmonter son handicap. Mais ils concluaient toujours par une note de condescendance. La cuisine du chef Laurent est admirable, mais elle reste prisonnière de sa condition. Sa technique, bien qu'efficace, est nécessairement limitée, manquant de la complexité et de l'ampleur que deux mains peuvent offrir. Cette phrase, ou une variation de celle-ci, l'avait hanté pendant des années. Technique limitée. C'était une insulte, une négation de l'art qu'il avait passé sa vie à perfectionner. Il n'avait pas surmonté son handicap. Il l'avait intégré. Il l'avait transformé en une philosophie. Sa cuisine n'était pas une cuisine de la limitation, c'était une cuisine de l'essentiel. Chaque mouvement étant précieux, chaque geste devait être parfait. Il n'y avait pas de place pour le superflu. Avant l'accident, un accident de moto qui lui avait volé son bras gauche et sa carrière prometteuse dans l'un des plus grands restaurants de Paris, il était un chef comme les autres, talentueux mais arrogant, croyant que la complexité était synonyme de qualité. La perte de son bras l'avait forcé à tout réapprendre, à tout repenser. Il avait dû déconstruire chaque geste, chaque technique, pour les adapter à sa nouvelle réalité. Et dans ce processus de déconstruction, il avait trouvé une nouvelle forme de pureté. Il avait compris que l'efficacité n'était pas seulement une question de vitesse, mais une question d'économie, d'harmonie entre le corps, l'outil et l'intention. C'était cette harmonie, cette danse immobile, que les critiques, avec leurs yeux habitués au spectacle, étaient incapables de voir. Ils voyaient un homme avec un seul bras. Ils ne voyaient pas le système parfait qu'il avait créé. Ils ne voyaient pas la beauté de sa limitation. Mais un jour, quelqu'un d'un tout autre monde allait entrer dans son restaurant, quelqu'un qui ne verrait pas un chef, mais un algorithme vivant. Et ce regard allait changer sa vie, et bien plus encore. Le docteur David Chen était un homme au bord de la crise de nerfs. Brillant ingénieur en robotique, diplômé du MIT, il dirigeait le projet le plus ambitieux et le mieux financé de MedRobotics, une start-up de la MedTech qui promettait de révolutionner la chirurgie. Le projet, nommé Daedalus, visait à créer la prochaine génération de bras robotiques chirurgicaux. Les modèles existants étaient déjà des merveilles de technologie, capables d'effectuer des opérations de microchirurgie avec une précision qu'aucune main humaine ne pouvait égaler. Mais ils avaient un défaut majeur, ils étaient lents. Chaque mouvement était programmé individuellement, une séquence d'actions rigide et linéaire. Pour une opération complexe, comme une prostatectomie ou une réparation de valve mitrale, le temps robot était souvent supérieur au temps d'un chirurgien humain expert,
ce qui augmentait les risques liés à l'anesthésie et les coûts. Le défi de David était de rendre le robot non seulement plus précis, mais aussi plus rapide, plus fluide. Il devait lui apprendre à effectuer des tâches complexes non pas comme une machine, mais comme un expert humain, avec cette sorte d'intuition et d'économie de mouvement qui vient de milliers d'heures de pratique. Il avait passé les 2 dernières années à essayer de résoudre ce problème. Son équipe avait utilisé des capteurs de mouvement pour enregistrer les gestes des plus grands chirurgiens du monde. Ils avaient filmé des heures d'opération, analysé chaque mouvement, chaque rotation du poignet, chaque changement d'outil. Ils avaient ensuite essayé de traduire ces données en algorithmes. Mais le résultat était toujours décevant. Le robot pouvait imiter les mouvements, mais il lui manquait la grâce, l'efficacité, le flow. Ces mouvements restaient saccadés, mécaniques. Il y avait une sorte de bruit dans le système, des millisecondes perdues entre chaque micro-action, qui, additionnés, rendaient le processus lent et inefficace. David était dans une impasse. Il avait les meilleurs programmeurs, les meilleurs ingénieurs, un budget quasi illimité. Mais il lui manquait la clé, le principe fondamental qui lui permettrait de transformer sa machine en un véritable virtuose. C'est dans cet état de frustration professionnelle qu'il se rendit à Lyon pour une conférence sur l'intelligence artificielle en médecine. Le soir, fatigué des présentations PowerPoint et des discussions de couloir, il demanda au concierge de son hôtel de lui recommander un petit restaurant authentique, sans prétention, mais avec une excellente cuisine. Le concierge, après un instant de réflexion, lui recommanda l'Épure. « C'est un endroit très spécial, monsieur, dit-il. Le chef est un artiste. » David s'y rendit, sans rien savoir de plus. Le restaurant était exactement ce qu'il cherchait. Petit, calme, élégant dans sa simplicité. Il commanda le menu dégustation. Le premier plat arriva. Une simple asperge verte, parfaitement cuite, accompagnée d'une mousseline d'agrumes. Le goût était une révélation. Une explosion de saveurs pures, précises, parfaitement équilibrées. Chaque plat qui suivit fut du même niveau. Une cuisine d'une clarté et d'une intelligence remarquables. Il n'y avait rien de superflu, rien de décoratif. Chaque ingrédient, chaque saveur, était là pour une raison. C'était une cuisine d'une efficacité redoutable. À la fin du repas, complètement séduit, il demanda s'il pouvait féliciter le chef. La serveuse sourit. Bien sûr. La cuisine est juste là. Elle lui montra l'ouverture qui donnait sur la cuisine. David se leva et s'approcha. Et c'est là qu'il le vit. Il vit le chef Laurent en plein service, un homme seul, avec un seul bras, se déplaçant au milieu de sa cuisine avec une vitesse, une précision et une fluidité qu'il n'avait jamais vues. Il ne vit pas un handicap. Il vit une perfection mécanique. Il vit la solution à son problème. David resta figé devant l'ouverture de la cuisine, complètement hypnotisé par le spectacle. Pour les autres clients, c'était une scène de cuisine efficace. Pour lui, c'était comme si un physicien assistait à la découverte d'une nouvelle loi de l'univers. Son cerveau d'ingénieur se mit à analyser ce qu'il voyait, non pas en termes de cuisine, mais en termes de cinématique, d'ergonomie et d'optimisation des processus. Il voyait un système. Un système homme-machine parfait. Le chef ne se déplaçait presque pas. Son corps était le point central, l'axe autour duquel tout le système tournait. Son torse pivotait avec une précision et une économie de mouvement absolue. Il ne faisait jamais un pas inutile. C'était une danse immobile, une chorégraphie où chaque mouvement était optimisé à la milliseconde près. David remarqua l'organisation de l'espace de travail. C'était un chef-d'œuvre d'ergonomie. Tous les outils, tous les ingrédients, étaient disposés en arc de cercle autour du chef, à portée de sa seule main. Les couteaux étaient sur un support magnétique juste à sa droite. Les casseroles pendaient au-dessus de sa tête. Les bacs d'ingrédients précoupés étaient disposés sur une étagère en escalier, chaque bac correspondant à une recette spécifique. Il n'y avait aucune recherche, aucune hésitation. Sa main se déplaçait avec une mémoire musculaire parfaite, allant chercher l'outil ou l'ingrédient nécessaire avec une trajectoire directe et sans fioriture. C'était l'antithèse de ce que faisaient ces robots. Ces robots, pour passer d'une tâche A à une tâche B, s'arrêtaient, recalibraient, puis commençaient la nouvelle tâche. Le chef, lui, ne s'arrêtait jamais. Ses mouvements étaient fluides, enchaînés. La fin d'un mouvement était le début du suivant. Pendant qu'il coupait des légumes, son corps se positionnait déjà pour la prochaine étape, celle de les jeter dans la poêle. Il utilisait son corps entier comme un outil. Il utilisait le poids de son torse pour donner plus de force à son couteau. Il utilisait son coude pour pousser une porte de four. Il utilisait son moignon pour stabiliser un bol. C'était une symphonie de compensation et d'optimisation. Il avait éliminé tout bruit, tout mouvement parasite.
Chaque calorie d'énergie était utilisée de manière efficace. C'est à ce moment que David comprit son erreur fondamentale. Il avait passé des années à essayer d'apprendre à son robot à imiter les gestes d'un chirurgien à deux mains. Mais un système à deux mains est intrinsèquement redondant, inefficace. Il y a des mouvements de croisement, des transferts d'outils, des hésitations. Le chef, lui, avait été forcé par sa condition à réinventer la notion même de travail. Il avait créé un système optimisé pour un seul effecteur, un seul bras. Et c'était exactement ce qu'était son robot chirurgical, un seul bras ultra précis. La solution n'était pas d'apprendre au robot à être un mauvais imitateur d'un homme à deux mains. La solution était d'apprendre au robot à penser et à bouger comme cet homme à un seul bras. Il avait trouvé son modèle. Son algorithme vivant. Après le service, lorsque le restaurant fut vide, David attendit le chef à la sortie. Laurent sortit, l'air fatigué. Il fut surpris de voir ce client qui l'attendait. « Chef Laurent, commença David, son excitation à peine contenue. Je suis David Chen. Je suis ingénieur en robotique. Et je dois vous dire que ce que j'ai vu ce soir dans votre cuisine est la chose la plus brillante que j'ai jamais vue de ma vie. » Laurent le regarda avec méfiance. Il était habitué à la pitié, à la curiosité morbide. Pas à ce genre d'éloge technique. « Je ne comprends pas, dit-il. Je ne parle pas de votre cuisine, bien qu'elle soit exceptionnelle, expliqua David. Je parle de vos mouvements. De votre système. C'est parfait. C'est une symphonie d'efficacité. Je travaille depuis des années sur un problème de robotique chirurgicale. Et je pense, non, je suis certain que vous êtes la clé. J'ai besoin d'étudier votre technique. Laurent resta silencieux, essayant de comprendre si cet homme était un génie ou un fou. La proposition de David fut accueillie par Laurent avec une méfiance glaciale. Il avait passé la majeure partie de sa vie à construire une forteresse autour de sa vulnérabilité, à perfectionner son art dans la solitude de sa cuisine. L'idée qu'un étranger, un ingénieur en robotique de surcroît, veuille disséquer ses mouvements, le transformer en un sujet d'étude, lui était profondément désagréable. Il y voyait une nouvelle forme d'intrusion, une version high-tech de la curiosité morbide à laquelle il était si habitué. « Monsieur Chen, répondit-il d'une voix neutre, je vous remercie pour vos compliments. Mais je ne suis pas une bête de foire. Ce que je fais dans ma cuisine est personnel. Ce n'est pas un spectacle. » Il se tourna pour partir. Mais David ne se laissa pas décourager. « Chef, s'il vous plaît, insista-t-il. Ce n'est pas de la curiosité. C'est de l'admiration. De l'admiration d'ingénieur. Vous avez résolu un problème de cinématique et d'optimisation des mouvements que les meilleurs roboticiens du monde n'arrivent pas à résoudre. Ce que vous avez développé, intuitivement, par la nécessité, est un algorithme vivant. Un algorithme qui pourrait aider à sauver des vies. » Le mot « sauver des vies » fit hésiter Laurent. Il se retourna. « Expliquez-vous. » David lui expliqua alors son projet, le robot chirurgical Dédalus. Il lui parla de son potentiel, de sa précision, mais aussi de sa lenteur, de son inefficacité. Il lui décrivit sa quête frustrante d'un modèle de mouvement, et comment, en le regardant travailler, il avait eu une révélation. Il ne le flattait pas. Il lui parlait avec la passion et la précision d'un scientifique partageant une découverte. Il lui montra des vidéos de son robot sur son téléphone, des bras métalliques se déplaçant avec une précision saccadée et frustrante. « Vous voyez, dit David, la machine est précise. Mais elle n'a pas de flow. Elle ne sait pas anticiper. Elle ne sait pas enchaîner les mouvements. Vous, chef, vous êtes la définition même du flow. Votre technique n'est pas limitée. Elle est optimisée à un niveau que nous n'avions jamais imaginé. » Pour la première fois de sa vie, quelqu'un regardait sa condition non pas comme un manque, mais comme un avantage. Quelqu'un voyait sa technique non pas comme une compensation, mais comme une innovation. C'était un changement de perspective radical, déstabilisant et il devait l'admettre, incroyablement séduisant. Il accepta de prendre un café avec David le lendemain. Leur conversation dura plus de 3 heures. Ils construisirent un pont entre leurs deux mondes, apparemment si éloignés. Laurent parlait de cuisine en termes de flux de travail, de points de pivot, des économies de gestes. David parlait de robotique en termes de chorégraphie, des harmonies, de mémoire musculaire. Ils découvrirent qu'ils parlaient le même langage, le langage de la précision, de l'efficacité, de la recherche de la perfection dans le mouvement. À la fin de la conversation, Laurent était convaincu. Il n'était plus méfiant. Il était intrigué. Il avait passé sa vie à perfectionner son art dans l'isolement, convaincu que le monde ne pourrait jamais le comprendre. Et voilà qu'un homme d'un autre univers non seulement le comprenait, mais voyait en lui la clé de l'avenir. Il accepta de participer à l'expérience.
La collaboration entre le chef et l'ingénieur commença. Elle se déroula la nuit, après la fermeture du restaurant. La cuisine de l'Épure se transforma en un laboratoire de capture de mouvement. L'équipe de David installa son matériel, des caméras infrarouges, des capteurs et un ordinateur portable puissant. Ils demandèrent à Laurent de porter une combinaison noire moulante sur laquelle ils fixèrent des dizaines de petits marqueurs réfléchissants, sur ses articulations, sur son torse, sur sa main. Laurent se sentit ridicule, comme un acteur de science-fiction. Mais il se prêta au jeu avec un professionnalisme stoïque. L'expérience commença. David lui demanda d'effectuer une série de tâches culinaires de complexité croissante. D'abord, des tâches simples, émincer un oignon, tourner une carotte. Puis, des tâches plus complexes, désosser un poulet, monter une mayonnaise, dresser une assiette. Pour chaque tâche, Laurent se mit dans sa bulle, oubliant les caméras, les capteurs, les ingénieurs qui l'observaient en silence. Il entra dans sa danse immobile. Sur l'écran de l'ordinateur de David, les mouvements de Laurent se transformaient en une constellation de points lumineux, une créature de lumière se déplaçant dans l'espace. Les capteurs enregistraient chaque mouvement, chaque rotation, chaque accélération, avec une précision submillimétrique. David et son équipe regardaient, fascinés. Ce qu'ils voyaient confirmait leur intuition, mais à un niveau qui dépassait leurs attentes. Les données étaient d'une pureté et d'une efficacité incroyables. Ils pouvaient visualiser le flux des mouvements de Laurent. Il n'y avait aucune hésitation, aucune trajectoire parasite. Chaque mouvement était un arc parfait, une courbe optimisée qui reliait deux points de la manière la plus directe et la plus économique possible. Ils virent comment son corps entier participait à chaque action. Pour couper un légume, il n'utilisait pas seulement son bras, mais une rotation subtile de son torse qui augmentait la force et la précision de la coupe. Ils virent comment il utilisait la gravité, laissant tomber les ingrédients dans un bol au lieu de les y placer. David montra les données à Laurent. Il lui montra les graphiques, les vecteurs de force, les trajectoires. Laurent, qui n'avait jamais pensé à son propre corps en ces termes, était fasciné. Il voyait son art, son intuition, traduit dans le langage universel des mathématiques et de la physique. « Vous voyez, chef, expliqua David, lorsque mon robot passe de la coupe à la saisie d'un autre objet, il y a un temps de latence de 200 millisecondes. C'est le temps que met le processeur à charger la nouvelle séquence de mouvement. Vous n'avez aucune latence. La fin de votre mouvement de coupe est déjà le début de votre mouvement de saisie. Votre cerveau anticipe et précharge la séquence suivante. C'est ce que nous devons apprendre à notre robot. » Ils travaillèrent ensemble pendant une semaine. Chaque nuit, ils enregistraient des heures de données. Chaque jour, David et son équipe analysaient ces données, cherchant les principes fondamentaux, les lois du mouvement selon Laurent. Ils découvrirent des choses fascinantes. Ils découvrirent que Laurent avait inconsciemment organisé ses tâches en boucle d'une efficacité redoutable, minimisant le nombre de changements d'outils. Ils découvrirent qu'il utilisait des micro-mouvements de son corps pour stabiliser sa main, des ajustements posturaux qui agissaient comme un système de stabilisation d'image. Ils n'étaient pas seulement en train d'enregistrer des mouvements. Ils étaient en train de déconstruire un génie. De retour à son laboratoire, David Chen et son équipe se lancèrent dans la tâche la plus difficile, traduire la danse de Laurent en un langage que le robot Dédalus pourrait comprendre. Il ne s'agissait pas simplement de copier les trajectoires. Il s'agissait de réécrire complètement le système d'exploitation du robot, de changer sa philosophie fondamentale. Les systèmes de contrôle robotique traditionnels sont basés sur une logique séquentielle. Tâche A, puis tâche B, puis tâche C. Chaque tâche est un bloc de code indépendant. L'approche de Laurent était complètement différente. Elle était holistique, parallèle. Ces mouvements n'étaient pas une séquence, mais un flux continu, où plusieurs actions se chevauchaient et s'anticipaient. L'équipe de David dut donc créer un nouveau type d'algorithme, un algorithme prédictif et adaptatif. Ils commencèrent par modéliser les principes fondamentaux qu'ils avaient observés. Le premier principe était l'économie de mouvement. Ils créèrent un algorithme qui, pour aller d'un point A à un point B, ne calculait pas seulement la trajectoire la plus courte, mais aussi la trajectoire qui demandait le moins d'énergie, le moins d'accélération et de décélération. Le deuxième principe était l'anticipation. Ils programmèrent le robot pour qu'il analyse non seulement la tâche en cours, mais aussi les 2 ou 3 tâches suivantes. En fonction de la tâche à venir, le robot pouvait ainsi terminer sa tâche actuelle dans une position et une orientation qui étaient déjà optimales pour commencer la suivante, éliminant ainsi les temps de latence. Le troisième et le plus complexe des principes était la compensation corporelle. Ils modélisèrent la manière dont Laurent utilisait son torse et son épaule comme un 5e axe de mouvement, un contrepoids et un stabilisateur pour son bras. Ils durent complètement revoir la cinématique du robot, en programmant le bras non plus comme une entité indépendante, mais comme une partie d'un système corporel plus large.
Le processus de développement fut long et ardu. Il y eut de nombreux échecs. Les premières versions de l'algorithme étaient instables, le robot se comportant de manière erratique. Mais ils persévérèrent, affinant le code, ajustant les milliers de paramètres. Ils baptisèrent leur nouvelle architecture logicielle l'algorithme Laurent. C'était un hommage au chef qui les avait inspirés, mais c'était aussi une description parfaite de sa nature. Un système basé sur la fluidité, l'efficacité et une sorte d'intelligence intuitive. Après 6 mois de travail acharné, ils étaient prêts pour le premier test grandeur nature. La salle de test du laboratoire de Medrobotics ressemblait à un bloc opératoire du futur. Au centre de la pièce, sous la lumière crue des cialytiques, se trouvait un mannequin de simulation chirurgicale, une réplique incroyablement réaliste d'un torse humain, avec des organes synthétiques qui saignaient et réagissaient comme de vrais tissus. Au-dessus du mannequin, le bras robotique d'Edalus attendait, immobile, son bras en titane et ses instruments de microchirurgie d'une finesse exquise. David Chen était dans la salle de contrôle, entouré de son équipe et de plusieurs cadres de l'entreprise. La tension était à son comble. C'était le test final de l'algorithme Laurent. La tâche était une simulation de néphrectomie partielle, l'ablation d'une tumeur sur un rein, une opération d'une grande délicatesse qui exigeait une précision et une rapidité extrêmes. Le record pour cette opération, avec l'ancien logiciel, était de 95 minutes. L'objectif était de passer sous la barre des 60 minutes. David lança le programme. Le bras robotique s'anima. Et ce que vit l'équipe les laissa sans voix. Ce n'était plus le même robot. Ses mouvements n'étaient plus saccadés, mécaniques. Ils étaient fluides, gracieux, presque organiques. Le bras se déplaçait d'un point à un autre avec une vitesse et une efficacité qu'il n'avait jamais vues, ses instruments dansant au-dessus du mannequin. Il n'y avait plus de pause, plus de temps mort. La fin d'une suture était déjà le début de l'incision suivante. Le robot semblait anticiper, penser, bouger avec une intention, une fluidité qui rappelait étrangement la danse d'un certain chef dans sa cuisine. Le test fut un succès triomphal. Le robot d'Edalus, animé par l'algorithme Laurent, termina l'opération en 48 minutes. C'était une réduction de près de 50% du temps opératoire, un gain de temps qui, dans le monde réel, se traduirait par une réduction drastique des risques pour les patients. L'algorithme avait non seulement rendu le robot plus rapide, mais aussi plus précis, l'économie de mouvement réduisant les vibrations parasites. La technique limitée du chef à un bras venait de donner naissance à la technologie chirurgicale la plus avancée du monde. La nouvelle du succès de l'algorithme Laurent se répandit comme une traînée de poudre dans le monde de la technologie médicale. Le robot d'Edalus, équipé de son nouveau cerveau, passa avec succès toutes les certifications et fut rapidement adopté par les plus grands hôpitaux du monde. Il révolutionna la chirurgie mini-invasive, rendant les opérations plus rapides, plus sûres et plus accessibles. David Chen devint une star, le jeune prodige qui avait résolu l'un des problèmes les plus complexes de la robotique. Mais lors de chaque interview, de chaque conférence, il ne manquait jamais de raconter l'origine de sa découverte. Il parlait de ce petit restaurant à Lyon, et de ce chef extraordinaire qui lui avait appris la véritable signification du mot efficacité. Il rendait toujours hommage à son improbable muse. Laurent, lui, refusa toutes les offres qui affluèrent. On lui proposa des contrats de consultation de plusieurs millions de dollars, des passages à la télévision, des livres. Il refusa tout, poliment mais fermement. Il ne voulait pas de la gloire. Il ne voulait pas de l'argent. Il voulait simplement continuer à cuisiner dans son restaurant, dans son sanctuaire de calme et de précision. Sa vie ne changea pas, du moins en apparence. Mais quelque chose s'était apaisé en lui. Le mépris des critiques, leur jugement sur sa technique limitée, ne l'atteignait plus. Il savait maintenant que sa singularité n'était pas une faiblesse, mais une force d'une nature qu'il n'avait jamais soupçonnée. Il avait trouvé une forme de validation plus profonde et plus significative que toutes les étoiles Michelin du monde. Un soir, quelques mois plus tard, il était seul dans sa cuisine après le service. Il regardait un reportage à la télévision sur le robot d'Edalus. Il vit le bras robotique en action, lors d'une véritable opération. Il le regarda bouger, pivoter, couper, suturer, avec cette grâce fluide, cette économie de mouvement qu'il connaissait si bien. C'était sa danse. Sa chorégraphie. Reproduite à la perfection par une machine de titane et de silicium, à des milliers de kilomètres de là, pour sauver la vie d'un inconnu. Un léger sourire, un sourire rare et sincère, illumina le visage du chef Laurent. Sa technique, née d'une tragédie personnelle, était devenue une source de guérison pour d'autres. C'était le plus beau plat qu'il ait jamais créé. Une symphonie de la précision, jouée par deux artistes très différents, un chef et un robot, unis par la même quête de la perfection dans le mouvement.